Donc il connaît le facteur G par la masse, il ne peut pas les séparer, mais il connaît quand même assez de choses. Je ne comprends pas bien votre question, à vrai dire, parce que il a quand même prouvé que si les planètes décrivent des ellipses et qu'on suppose que l'attraction est dirigée vers l'un des foyers, alors la déviation et donc la force, si elle est proportionnelle à la déviation par rapport à la tangente, est vraiment en 1 sur R2. Ça, il le démontre. Alors que c'était une spéculation. En 1669, dans les débats à l'Académie des sciences de Paris, Robert Val est favorable à une attraction en 1 sur R2. Robert Hooke aussi. C'est une idée qui est dans l'air. Mais Newton fait une démonstration géométrique assez compliquée pour montrer que, selon des hypothèses bien déterminées, à savoir trajectoire elliptique et supposer que la déviation par rapport à un mouvement tangentiel et inertiel soit due à une force dirigée vers le foyer, alors elle est en 1 sur R2. Je ne sais pas si ça répond à votre question, par contre. Est-ce que vous avez d'autres... Comment on mesure maintenant la distance de la Terre au Soleil? J'espérais que vous ne me le demanderiez pas. Est-ce que quelqu'un le sait? Non, mais je suppose qu'on a toujours les transits de Vénus, on a... je pense qu'il y a des méthodes plus simples. Terre-Soleil, il y a quelqu'un qui correct. Terre-Mars, voilà. C'est connu à 10 mètres près. 10 mètres près. Enfin, c'est quoi? Ça veut dire la distance entre les radiotélescopes et les sondes posées sur Mars est connue à 10 mètres près. Voilà. Et après on recalibre tout, parce qu'on a les proportions. Et comment on le fait là? Tu peux... Par radar. Par radar, voilà, c'est ça. Par radar. On n'envoie pas les radars sur le... Éco-radar. Éco-radar, alors pas forcément sur le Soleil, hein, on fait éco-radar de la Terre sur Mars. Et comme on connaît les lois de Kepler, je suppose qu'on en déduit la distance. On améliore, on reprécise la distance Terre-Mars et donc tout le reste. Grâce à Newton. Grâce à Newton. Ah ben oui, vive Newton. Hein. Vu du 19e. J'ai une question ici. Newton, dont je ne sais pas s'il a bien interprété l'expérience du pendule de Jean Richet, mais bon, à part ça, il a quand même fait quelque chose d'important. Bonjour, est-ce que les observations de Horrocks et de Gassendi dans les transits de Vénus et de Mercure ont un peu influencé les calculs de Cassini? Pas du tout, il n'en parle pas du tout. Je pense que c'était un véritable échec. Oui, c'est dommage, hein, ils avaient essayé au moment du transit de Mercure, mais bon, c'est passé. Vous avez une question? Oui, bonjour, merci pour l'exposé. Je voulais dire, sur la variation du pendule, oui. En fait, Richet est parti avec des horloges à pendule qui venaient tout juste d'être inventées, en fait, parce que, oui. En fait, à la cour de Louis XIV, il y a un Néerlandais, un Hollandais, je crois que c'est Huygens, mais peut-être que j'intervertis un autre nom. Qui? Peut-être que c'est Huygens qui a... Huygens, oui. C'est l'inventeur de l'horloge à pendule. Oui, et ça a fait un énorme progrès dans les horloges, puisque avant, c'était des trucs qui étaient avec un papillon qui tournait et qui dépendait absolument de la pression du vent, de la direction du vent, des choses comme ça. Et donc, dès qu'il y a eu l'horloge à pendule, on a eu une très grande précision. Seulement, le problème, c'est qu'en mer, c'était beaucoup plus perturbé à cause du roulis sur un bateau. Mais dès qu'il était sur Terre, la précision était obtenue, par contre. Oui. Huygens a également inventé des systèmes de suspension à cardan pour transporter les horloges. Mais ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas vraiment. Et quand Richet a été à Cayenne, il s'est aperçu que son horloge ne donnait plus la durée de 24 heures dans la journée. Oui, je pense qu'il s'en est vraiment aperçu. Il s'en est aperçu, et à ce moment-là, les horloges, on pouvait les modifier, on pouvait les corriger. Pour tenir compte, déjà parce qu'en fait, le pendule est au bout d'une tige métallique,
et qu'elle se dilate. Donc en fonction Oui. de la température, D'accord. la période du pendule peut changer. Et donc il a corrigé ces pendules et il en a fait la mesure. Bon, les mesures étaient dans les unités de l'Ancien Régime, c'est-à-dire ça doit être en toise, en Oui, bien toise. sûr, bien sûr. Et puis il a mesuré l'écart, je crois qu'il y avait 96 lignes, et puis 98 lignes, Oui, 96 d'accord. lignes et 98 lignes et demie, et il les a rapportés à Paris. Puis là, on ne savait pas trop les interpréter, c'est Newton qui en a donné l'interprétation. Normalement, c'était des mesures qui étaient quasiment stratégiques parce que ça a une très grande importance au point de vue maritime pour faire de la cartographie Oui. et avoir une très grande précision au point de vue des latitudes, donc des passages, quand il y a des passages très délicats en mer, un cap à passer, il faut connaître exactement la position du navire à la minute près. Donc le pendule est important, et donc connaître ces lois, c'est capital. Et donc c'était des mesures qui étaient en quelque sorte stratégiques, au point de vue commercial ou découverte maritime, mais elles ont quand même été publiées. Cassini a quand même tenu à les publier, et Newton en a pris connaissance. Oui. Bon, il y avait une concurrence entre les deux cours, entre l'observatoire de Greenwich et puis l'observatoire de Paris, mais en même temps ils se respectaient, parce que les travaux des uns amenaient aux autres, donc ils avaient fini par s'estimer les uns les autres. Il y avait des disputes à l'époque, par exemple, il y a eu longtemps une dispute entre Newton et d'Alembert à propos de l'orbite de la Lune, chacun déterminant une excentricité, où en fait ils qualifiaient l'orbite de la Lune d'ovale, parce qu'ils considéraient que c'était déjà pas une ellipse. Donc il y en avait un qui était partisan d'une ovalité de la Lune qui était de 5/7, je crois, et puis l'autre de 6/9, quelque chose comme ça. Bon, chacun se disputait, en fait, la mesure est entre les deux. Et quand Newton a pris connaissance de l'écart des pendules, comme il avait la théorie de la gravitation, il a réinterprété les résultats et il en a déduit que la Terre n'était pas sphérique, mais était un ellipsoïde. Et il en a fait l'estimation. Et l'estimation, bon, elle était un peu grossière, c'était les premières mesures de l'époque, mais ensuite, il a dû trouver quelque chose qui était de l'ordre de 1/300e ou un 350e. Maintenant, c'est un 200e. Oui, Huygens fait aussi un calcul d'aplatissement, même en théorie cartésienne, il trouve aussi un aplatissement. Enfin, je vous remercie beaucoup de ces précisions, que je ne connaissais pas toutes, bien sûr. Et alors, je ne savais pas que Richer avait essayé de corriger ses pendules, parce qu'il ne le dit pas. Mais en tout cas, quand on regarde ces données, il est clair que son jour sidéral reste quand même à 23h53. D'après ces données. Donc il a peut-être pas tout à fait corrigé, enfin je ne sais pas. Je comprends pas très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre part, effectivement, on ne peut interpréter de toute façon ce résultat qu'en ayant la théorie dynamique de Newton. Et pas avant 1687, et c'est Newton qui le fait. Et Huygens le fait également autrement, c'est-à-dire qu'il s'arrange, lui, pour rester cartésien. Christian Huygens s'arrange pour rester cartésien, tout en adoptant la loi en 1 sur R2 et l'aplatissement de la Terre. Bon, j'ai une autre question ici. Une remarque sur Greenwich et l'Observatoire de Paris. Il y avait quand même des espions, qui espionnaient un peu quand même. C'était pas un long fleuve tranquille, l'histoire des deux observatoires. Merci madame. Je ne suis pas un spécialiste. Je me permets de poser la question suivante. Comment peut-on intégrer la notion qui paraît être admise maintenant d'un univers qui sera en expansion, et on donne comme image assez courante la surface d'un ballon baudruche, Oui. que l'on étendrait éventuellement à l'infini. Comment peut-on intégrer cette notion-là dans le cadre des mesures que vous avez décrites et de l'histoire de ces mesures dans le cadre du système solaire? On devrait même peut-être très petitement, mais pouvoir l'observer, cette extension. Non, on est dans une homothétie constante à ce moment-là. Non, parce que le système solaire est soumis à sa propre gravité, qui le soustrait complètement à l'expansion. Parce que la gravité interne au système solaire, qui maintient sa cohésion, fait qu'il n'est pas soumis à l'expansion. L'expansion est en fait à l'échelle cosmologique. C'est pas du tout
c'est pas du tout au niveau du système solaire. Là, il y a Enfin, une question. ça a répondu à votre question? Oui, madame. Merci. C'est la gravité qui l'emporte, hein, même si elle est très faible. Elle est beaucoup plus forte entre deux galaxies. Dans ce cas-là, il y a des distorsions. Ah, il y a des distorsions cosmologiques, Il y a des ruptures, oui, oui. dans le système solaire, mais elles sont complètement infimes par rapport à ce qui se passe. Je ne sais même pas si c'est mesuré. À propos de ce ralentissement du pendule, il y a deux explications qui peuvent intervenir. Là, on mentionnait l'aplatissement de la Terre, donc qui correspondait à un diamètre plus élevé. Oui, Mais il y a également le fait que la Terre tournant, avec la force centrifuge, il y a une pesanteur qui est plus faible. oui, bien sûr. Et ça, Mais- est-ce que c'était pris en compte à l'époque? Ça sera certainement pris en compte par Huygens, ça j'en suis sûre, parce qu'il est un spécialiste de la force centrifuge, et par Newton également, parce que parce qu'il a la même dynamique, enfin ils ont la même dynamique, et forcément ils tiennent compte de ça. Et une Allez. dernière question, peut-être? Oui, merci pour cet excellent exposé qui était très intéressant. Je voulais simplement savoir quel était l'enjeu précis de la mesure du système solaire. C'est-à-dire que pendant un certain nombre de millénaires, le monde, l'univers était le système solaire, et puis il y avait aussi un petit peu la sphère des étoiles, mais ça ne comptait pas beaucoup, et de toute façon, elles n'étaient pas si loin que ça. C'était des sphères emboîtées. On passait de la sphère de Saturne à la sphère des étoiles, comme si ça faisait partie, en somme, du même monde, quoi, hein. Le monde, c'était le système solaire. Plus tard, on a eu au contraire le système solaire qui était une petite chose absolument infime dans un monde absolument considérable, hein. C'était les deux infinis de Pascal, hein. Et alors, je voudrais savoir, au moment où la mesure de la distance de Mars s'est faite, dans quel modèle on était, ce qui change l'importance donnée à la mesure en question. Est-ce qu'on mesure le monde ou est-ce qu'on mesure un petit quartier du monde un petit peu excentré? Alors, pour la distance des étoiles, chacun a son opinion, mais on n'en parle plus tellement au XVIIe siècle, justement parce qu'on est trop préoccupé par le système solaire et par la dynamique du système solaire. Donc on reparlera des étoiles ensuite au XVIIIe et au XIXe. C'est comme si on n'avait pas le temps de tout faire à la fois. Simplement, on considère que les étoiles sont plus loin qu'on ne le croyait, bien sûr, puisqu'on n'arrive pas à mesurer leur parallaxe, on va tomber sur l'aberration en cherchant les parallaxes. Donc, on sait déjà, si on admet le mouvement de la Terre, que les étoiles sont beaucoup plus loin. Ensuite, alors, et ça je l'ai dit, sans raison observationnelle, on va considérer qu'elles sont à des distances différentes. On voit sur des représentations de systèmes coperniciens, peu de temps après Copernic, chez Dicke et chez je ne sais plus, que tout d'un coup, sans raison, les étoiles sont réparties dans l'espace et ne sont plus sur une sphère fixe. Bon, il y a encore plein de questions. Merci. De rien. Oui, j'ai plus très bien toutes les dates en tête, mais est-ce qu'on n'a pas cherché à refaire les mêmes choses lorsque les pendules plus stables sont arrivés avec des pendules Harrison? Enfin, ça devait être à l'époque de Newton, hein, parce qu'il y avait une bagarre entre Harrison et Newton, là, où Newton n'a pas été très propre, mais ces pendules-là n'étaient pas soumises à ce problème de balancier, parce que c'est des pendules avec gyroscope, enfin avec... Oui. On s'en est servi énormément pour la détermination des longitudes, en tout cas. Ça a été le concours, hein, c'est Ça a été à le partir de ce concours, moment-là que voilà. c'est sorti. Mais après, Maintenant, pour refaire les mesures... Pour refaire les mesures de Mars, je ne pense pas qu'on renvoie quelqu'un à Cayenne, parce qu'après tout, la méthode en latitude, en différence de latitude, ou la méthode à Paris avait marché. Donc, autant refaire ça, finalement, que de renvoyer quelqu'un très loin. Enfin, bon, je réponds comme ça un peu rapidement, mais je ne crois pas qu'on se soit servi des nouvelles horloges pour refaire une mesure de la parallaxe de Mars, mais plutôt pour déterminer les longitudes. En mer. Je reprends tout à l'heure, il y a Oui. quelqu'un qui m'a signalé que la question de la précision de la parallaxe était importante, les mesures de parallaxe étaient importantes, mais que les mesures de temps étaient tout aussi primordiales,
Et effectivement, l'une ne va pas sans l'autre parce qu'il faut déterminer les instants d'observation. Ah bah de toute façon, oui. On a un endroit de la Terre et de l'autre. Oui, il faut mais là, il suffit d'une horloge de Huygens. Si on ne la déplace pas et qu'on observe les éclipses à Cayenne et à Paris avec une horloge, il faut la transporter quand même. Vrai. Le problème s'est posé même plus tard, puisque quand il y a eu les mesures de transit de Vénus, les mesures qui ont été faites à Tahiti, de même que celles qui ont été faites là au transit de Vénus passé, elles ont été faites par Cook, je crois, et ils étaient d'autres observateurs. Donc là, il n'y avait plus de problème d'horloge, la précision des temps était bonne au point de vue horloge de marine. Et pourtant, d'un observateur à l'autre, ils ne trouvaient pas les mêmes instants de début de transit et de transit interne, de contact interne et de contact externe. D'un observateur à l'autre, le moment déterminé n'était pas le même. Oui, de gouttes. Mais même sans phénomène de gouttes, l'observateur intervient et introduit un biais dans le calcul. Et il y avait un problème de parallaxe à ce niveau-là. Alors, je voulais juste poser une question. Dans l'Antiquité, il y a eu Hipparque, Eratosthène, et puis apparemment il y a Posidonius, et certains font état qu'il aurait déterminé une parallaxe qui était d'environ une vingtaine de secondes du Soleil. Et que ça correspondrait à... C'est à cause de cette fameuse valeur moyenne entre le périgée et l'apogée du Soleil, oui. Puisqu'il a une valeur, il a une excentricité énorme de la trajectoire du Soleil. Oui. Mais en fait, pour la valeur la plus petite, il prend celle d'Aristarque, et pour l'autre, c'est 10 fois plus. Et je ne sais pas pourquoi. Mais il s'en serait aperçu, puisque le Soleil serait 10 fois plus gros. Ben voilà. Mais c'est vraiment ce qui est donné par Otto von Guericke en 1672. Mais tous les écrits de Posidonius ont disparu, de toute façon. Je ne sais pas. Parce qu'il avait écrit aussi, il a parcouru la Gaule pendant quelques années et il a fait tout un descriptif et apparemment il ne reste plus rien. Ce qui était intéressant parce que c'était avant la conquête romaine. Puisque Jules César a dû se servir de ce serait très intéressant de savoir ce qu'il a fait et pourquoi il donne ces valeurs très curieuses. Mais ça, je ne sais pas. Moi, jamais ça m'étonne. Je n'en sais pas plus. C'est un personnage un peu énigmatique. Merci. Encore une question, la dernière, puis on vous la... J'aurais voulu savoir comment on définissait la seconde. Alors la seconde, c'est d'abord une seconde d'arc. Et la seconde de temps est définie par rapport à la seconde d'arc de la révolution, de la révolution des étoiles ou du Soleil, ou de la Terre. Comment ? La seconde temps. C'est à partir de la rotation de la Terre, enfin du Soleil autour de la Terre, la révolution apparente du Soleil autour de la Terre. Donc c'est à partir de la seconde d'arc, en fait, qu'on détermine la seconde de temps. Jusqu'à ce qu'on utilise le pendule. On voudrait utiliser le pendule, mais justement on n'y arrive pas puisque on croyait encore à l'isochronisme des oscillations du pendule circulaire jusqu'à ce que Huygens montre que c'était pas vrai. Donc on a essayé et puis on n'y est pas arrivé. Il faut un pendule cycloïdal pour vraiment redéfinir. Bon, eh bien écoutez, on remercie Christiane Villain pour cet intéressant exposé. Je vous remercie beaucoup. Et je vous donne rendez-vous le mercredi 10 octobre pour la prochaine conférence. Ça sera Roger Maurice Bonnet qui nous parlera de son sujet de prédilection, le Soleil. Et si vous avez des bouquins à lui, eh ben, il se fera un plaisir de les dédicacer.